Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Revenons sur le procès de Gilbert Rozon, un procès au civil. On a entendu le témoignage de Julie Snyder, animatrice, productrice, qui est revenue donc sur l'agression sexuelle qu'elle aurait subie aux mains de Gilbert Rozon dans les années 90 en France. C'est important de préciser que Julie Snyder ne fait pas partie donc de ces 9 femmes qui réclament 14 millions de dollars à Gilbert Rozon pour toutes sortes d'inconduites sexuelles. Maître Sophie Gagnon est directrice générale de Jury-Pop. Bonjour, Maître Gagnon. Bonjour. C'est une distinction importante à faire, parce qu'elle ne fait pas partie des demanderesses, mais elle a quand même livré un témoignage à la Cour. Pourquoi? Tout à fait. Donc, cette affaire regroupe 9 femmes qui poursuivent M. Rozon et dont les causes sont entendues à l'intérieur d'un seul et même procès. Et la stratégie des demanderesses, c'est d'introduire ce qu'on appelle une preuve de fait similaire. C'est assez rare, je vous dirais, qu'on fait ça. Une preuve de fait similaire, ça revient à essayer de démontrer au tribunal que l'histoire qu'on raconte, notre version des faits, est arrivée dans le passé à d'autres reprises, dans des circonstances analogues, et que la répétition de ces versions-là rend chacune des versions individuelles plus probable, plus crédible. Et donc, Mme Snyder, hier, témoignait à titre de témoin de faits similaires. Il y a 8 autres femmes qui ne poursuivent pas M. Rozon, mais qui ont été appelées à la barre comme pour raconter des agressions à caractère sexuel qui auraient aussi été commises par M. Rozon, suivant le modus operandi qu'on retrouve dans les affaires racontées par les demanderesses. Dans ce qui est allégué en cours, il y a souvent une phrase ou une expression qui, corrigez-moi si je me trompe, revient. On parle souvent du regard de M. Rozon, un regard un peu, certains l'ont qualifié un regard un peu fou, il avait l'air un peu en transe. Est-ce que ça peut être considéré comme une espèce de pattern d'histoire qui se répète de cas en cas? Je me posais la même question que vous hier en écoutant le témoignage de Mme Snyder. Dans un procès, il y a toujours un petit peu de suspense, là. C'est-à-dire que le procès a essentiellement 2 grandes parties. Il y a la preuve, donc c'est là où on entend les témoignages, qu'on reçoit des documents. Et ensuite, il y a les plaidoiries. Puis c'est dans les plaidoiries que les avocats vont un peu dévoiler leurs cartes, vont raconter leur version des faits telle qu'à leur avis est appuyée par la preuve qui a été entendue pendant la première partie du procès, puis ensuite vont plaider sur les règles de droit qui sont applicables. Donc, bref, ce n'est que pendant les plaidoiries à la fin du mois de mars qu'on verra vraiment concrètement, selon les avocats des demanderesses, qu'est-ce qui sont des faits similaires, quel est le fameux modus operandi de M. Rozon. Moi aussi, j'ai remarqué le regard. Dans plusieurs témoignages, on apprend que selon les versions alléguées, M. Rozon aurait pris des verres dans un contexte professionnel avec les demanderesses et puis, suivant certains prétextes, aurait utilisé sa voiture pour les raccompagner chez elle et en chemin se serait arrêté chez lui ou dans un cas chez sa secrétaire. Puis c'est là où les agressions se seraient déroulées. Donc ça, on verra si des témoins de fait vont venir raconter des histoires similaires aussi. Et on verra aussi si la juge retient la preuve de fait similaire. Il faut aussi savoir que les avocats de M. Rozon s'objectent à une partie de cette preuve-là parce qu'ils considèrent que c'est trop préjudiciable au droit procédural de M. Rozon. Parlant de ce qui est préjudiciable, Gilbert Rozon, d'ailleurs, poursuit Julie Snyder, Penelope McQuaid pour diffamation. Oui, tout à fait. Donc, sur un plateau de télé, il y a quelques années, Mme Snyder, Mme McQuaid évoquaient toutes les deux le fait qu'elles auraient été agressées sexuellement par M. Rozon et s'en est suivi une poursuite en diffamation contre chacune des 2 femmes. Alors, M. Rozon allait que ce sont des mensonges et que ces mensonges-là ont porté atteinte à sa réputation. Mais les procès n'ont pas été joués à celui qui a cours actuellement au Palais de justice de Montréal et aura donc lieu plus tard, là, en 2025. Lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci au tribunal, lorsque des femmes viennent témoigner, raconter leur histoire, il y a une stratégie au niveau de la défense aussi. Quelle est la stratégie que vous observez actuellement de la part de la défense? Donc, pour l'instant, la défense, son rôle, on est rendu à l'étape où c'est la preuve des demanderesses. Donc, c'est les témoins qui
ont été appelés par les avocats de la demanderesse qui témoignent. Donc, à ce stade-ci de la défense, tout ce qu'on voit, c'est sa stratégie de contre-interrogatoire. Puis on voit vraiment que les avocats posent beaucoup de questions sur les souvenirs des demanderesses et comme de fait, c'est des contre-interrogatoires qui ont permis de révéler que dans certains cas, la mémoire était lacunaire, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dont les demanderesses, dont les témoins ne se souviennent plus. Les avocats de M. Rozon ont aussi été capables de démontrer des contradictions dans certains éléments de l'histoire. Donc, du côté de la défense, très clairement, là, ça va être de démontrer au tribunal que les témoignages ne sont pas suffisamment fiables. Ensuite, on verra s'il y a des arguments qui vont être mis de l'avant aussi sur la crédibilité. On a entendu les avocats de M. Rozon en ouverture alléguer que le Québec était à la recherche de son Harvey Weinstein, que ces femmes-là se sont parlé, que leurs versions ont été contaminées, qu'elles se sont soit convaincues ou du moins influencées volontairement ou non l'une l'autre. Donc, encore une fois, dans les plaidoiries, on verra, mais sans doute que les avocats de M. Rozon tenteront aussi de convaincre la juge que les témoins ne sont pas crédibles. Mais est-ce qu'il y a aussi parce que remontons un peu en arrière, là, des histoires qui se sont produites, par exemple, dans les années 90, quoi que ce soit, il s'est écoulé beaucoup de temps. On en est encore devant le tribunal à demander quelle est la couleur du rideau, la poignée était comment. On est encore à ce stade-ci pour essayer de trouver la petite virgule, la petite omission dans l'histoire. On se base encore là-dessus pour élaborer la stratégie. Je vous dirais que dans mon expérience, là, le contre-interrogatoire en matière civile est pas aussi axé sur les détails qu'en matière criminelle, parce que vous avez raison qu'en matière criminelle, des questions comme ça, là, où se trouvait la porte, la couleur du rideau, le chandail, c'est effectivement des questions qu'on va entendre. On n'est pas aussi pointilleux en matière civile, mais on a posé des questions, par exemple, sur vous aviez bu combien de verres ce soir-là, puis quand vous étiez dans la voiture, quel était le sujet de la conversation? Tant et aussi longtemps que les questions sont pertinentes, elles peuvent être posées dans un contre-interrogatoire, mais c'est pas parce qu'une question est posée que la réponse qui est donnée va être déterminante pour la juge. C'est vraiment à la juge d'évaluer quelle est la crédibilité des témoins. Puis une autre différence avec le criminel, c'est que en matière criminelle, il faut convaincre la cour ou le jury qu'un crime a été commis hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau de preuve qui est excessivement exigeant. Alors qu'en matière civile, on parle de la prépondérance de preuves. Donc, les demanderesses doivent convaincre la juge que leur version est probable essentiellement. Donc, des trous de mémoire sur des détails connexes comme le nombre de consommations ou le sujet de conversation, pourraient peut-être affecter la crédibilité, la fiabilité des témoignages, mais sans les empêcher d'atteindre leur fardeau de preuves. Mais ça va vraiment être à la juge de pondérer tout ça pendant son délibéré. On sent parfois les avocats très, très, très prudents dans les déclarations de leurs clients. Collègues de la presse tentent dans les corridors d'avoir certaines réactions. Julie Snyder, d'ailleurs, est revenue sur une déclaration qu'avait fait Gilbert Rozon dans le passé, dans le cadre d'autres procédures judiciaires, sur le fait, puis là, je le cite pas au mot, mais tu sais, qu'il n'aurait jamais eu de relations sexuelles là, avec des gens qui ne voulaient pas. Ça, est-ce que c'est le genre de déclaration dans un procès qui peut rebondir, qui peut revenir? Est-ce qu'on marche un peu sur des œufs sur chaque mot qui sera dit dans la sphère publique? En quelque sorte, là, en ce sens que, un témoin vient raconter son histoire devant le tribunal sous serment, donc les témoins s'engagent à dire la vérité. Et puis, si pendant le témoignage, le témoin affirme quelque chose qui est contraire à ce qui a été dit par le passé, que ce soit dans les corridors d'un palais de justice ou encore dans son interrogatoire préalable, là, on peut utiliser ce qu'on appelle une déclaration antérieure pour contredire ce que le témoin vient de dire. Puis là, ça, c'est une autre stratégie là, pour venir éventuellement dans les plaidoiries convaincre la juge que le témoignage, finalement, il n'était pas très crédible, il n'était pas très fiable. Bon, ce sont de longues procédures judiciaires. On en a jusqu'à la fin mars. 9 femmes qui réclament un total de 14 millions. De quelle façon on détermine les demandes et les dommages accordés à chacune d'entre elles? Oui, c'est une bonne question parce que en matière civile, il y a 3 choses qui doivent être établies devant la cour. Quand on fait une poursuite en responsabilité civile, il faut démontrer qu'il y a une faute, qu'il y a un préjudice puis qu'il y a un lien de causalité. Donc, dans cette affaire-là, il faut démontrer qu'il y a eu une agression sexuelle. C'est une faute, une agression sexuelle. Faut démontrer un préjudice. Puis le préjudice, on a entendu les demanderesses témoigner sur les conséquences que l'agression a eues sur leur vie
des agressions qui auraient causé des problèmes de consommation, des pertes de revenus, une difficulté à entretenir des rapports intimes avec des hommes dans le futur, du stress, de l'anxiété, d'un traumatisme évidemment. Puis après ça, il va falloir démontrer que ces conséquences-là sont le résultat direct de l'agression. Donc les témoignages devraient contenir des informations à cet effet-là. Dans des dossiers comme ça, parfois, on va avoir des preuves d'expertise. Donc, des psychologues. On peut aussi avoir des expertises en employabilité pour démontrer qu'une unité de l'agression, madame aurait pu gagner un certain revenu. Dans ce dossier-là, il n'y a pas d'expertise individuelle. Il y a une seule expertise générale qui va venir parler des conséquences des agressions sexuelles sur les personnes victimes. Et là, les avocats de M. Rozon vont tenter, eux, ils l'ont fait dans leur contre-interrogatoire, de démontrer que les préjudices sont soit exagérés ou sinon qui peuvent découler, par exemple, de d'autres événements dans la vie des demanderesses. Donc, la tâche n'est vraiment pas mince. Il y a aussi des dommages punitifs là, qui sont demandés, qui sont indépendants des dommages, qui visent à punir M. Rozon. Donc, un autre scénario dans ces affaires-là, c'est que la juge pourrait conclure qu'il y a eu des agressions sexuelles, mais qu'elle est incapable de faire le lien avec les dommages, ou sinon que les dommages sont beaucoup moins élevés que ce qui est demandé. Donc, il y a vraiment plusieurs issues là, à ces 9 demandes-là. Et est-ce que la juge doit croire l'histoire des 9 demanderesses pour rendre sa décision, ou elle peut y aller à la pièce? Non seulement elle peut, mais elle doit y aller à la pièce. On parle vraiment de 9 dossiers qui ont été joints simplement pour les faits du procès et aussi pour les fins de juger sur une preuve commune. Donc, il va y avoir, par exemple, un seul témoignage de M. Rozon. Donc, généralement, si comme témoin, M. Rozon est pas trop crédible, cette conclusion-là devrait affecter l'issue des 9 demandes, mais on va vraiment avoir 9 conclusions distinctes. C'est très intéressant, Maître Sophie Gagnon, vos explications là-dessus, ça nous aide à mieux comprendre la suite des choses. On entendra d'autres témoignages, bien sûr, et on en a jusqu'à la fin mars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne journée.